Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Vous êtes dans la Minute Contre-Culture, le format court du podcast qui donne à réfléchir sur la place qu'occupent l'art et la culture dans notre société. Dans cette chronique, pas d'invité. C'est un instant privilégié entre vous et moi, dans une ambiance décontractée et bien sûr sans langue de bois. Pour ce premier épisode, j'avais envie de revenir aux fondamentaux et de vous parler de ce qu'on appelle communément l'art engagé. Quand on regarde sur Internet, on trouve toutes sortes de définitions, quelquefois partiellement vraies, faisant de l'art engagé une création qui prend position sur des problèmes de société, qui vise à transmettre des messages politiques, sociaux ou environnementaux à travers des œuvres d'art, quelquefois totalement fausses. J'ai lu, par exemple, que l'art engagé était un mouvement artistique, ce qui est absurde, car l'art engagé n'est limité ni à une époque, ni à un courant de pensée. Pour comprendre ce qu'est véritablement l'art engagé, et en donner une définition la plus exhaustive possible, il est nécessaire de définir au préalable ce que sont l'art et la culture. Vaste chantier, me direz-vous. Certes, mais vous comprendrez très vite que ce prérequis est indispensable. Avant d'aller plus loin, je précise, si ça ne va pas de soi, qu'il s'agit de mon avis, et de mon avis uniquement. Celui-ci n'engage que moi et ne saurait être pris pour argent comptant. Les définitions que je donne sont perfectibles, et je compte sur vous dans les commentaires pour les compléter ou les nuancer si vous en ressentez le besoin. Commençons par la culture. Vous noterez que j'ai pris soin jusqu'ici de distinguer les termes art et culture, car fondamentalement, ce n'est pas la même chose. Ces deux termes étant très régulièrement associés dans les discours de l'idéologie dominante, nous avons tendance à les confondre et à penser que l'art est, EST, la culture. Or, la culture, ce n'est pas que la production artistique. De quoi s'agit-il alors ? En philosophie politique, la culture, c'est ce qui n'est pas la nature, ce qui n'est pas inné, ce qui s'acquiert. La culture, c'est le phénomène par lequel l'homme, avec un grand H, sort de son état primitif, que Hobbes appelle l'état de nature, et dans lequel s'exercerait la loi du plus fort, la guerre de tous contre tous. C'est ce qui nous permet de maîtriser nos pulsions animales pour devenir pleinement des humains. On donne d'ailleurs un sens similaire à la culture des sols. Cultiver la terre, c'est la faire sortir de ses dispositions naturelles pour la rendre plus conforme aux besoins de la vie humaine. En d'autres termes, la culture est ce qui nous permet de devenir des citoyens, des animaux politiques, pour paraphraser Aristote. C'est ce qui élève la conscience, ce qui enrichit et caractérise les savoirs et les savoir-être d'une civilisation et que l'on se transmet de génération en génération. Les arts, les lettres, l'histoire, les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions, les croyances sont de la culture. Tout ce qui contribue à créer du commun et de la coopération au sein d'un groupe, c'est de la culture. Vous comprenez alors aisément pourquoi culture et politique sont si étroitement liés. En fait, culture et politique sont deux sœurs jumelles nées de la même mère, la nécessité des hommes de s'unir pour assurer la survie de leur espèce. Non seulement l'une ne peut aller sans l'autre, mais il ne peut y avoir entre elles qu'un rapport d'égal à égal. Une société qui développe une culture populaire forte produira des hommes émancipés et tendra naturellement vers la démocratie. A contrario, une société qui se passe de culture, qui la domine, la censure, ou en fait un objet de consommation non essentiel, vous voyez où je veux en venir, tendra irrémédiablement vers la tyrannie. La culture libre, c'est l'émancipation, et tout pouvoir, pour rester le pouvoir, doit conserver son emprise sur elle. Quid de l'art à présent ? J'utiliserai dans ce podcast le terme au singulier pour des questions de facilité, mais je veux évidemment parler des arts au pluriel. Avant d'en donner une définition, faisons un court rappel historique.
L'art a toujours existé. Il est présent dans toutes les sociétés, y compris les sociétés préhistoriques non sédentaires. Je pense bien sûr aux dessins retrouvés sur les murs de nombreuses grottes. À une époque où l'homme n'a pas encore dompté la nature, où il est un animal parmi d'autres, où l'environnement lui est hostile, les prédateurs nombreux et la nourriture peu abondante, il n'y a pas de place pour l'oisiveté. Or, l'art existe. Les hommes créent. C'est donc que l'art répond à un besoin vital. Si on admet qu'il existe des besoins vitaux pour le corps, respirer, boire, manger, évacuer ses déchets, on peut envisager qu'il existe des besoins vitaux pour l'esprit, apprendre, aimer, être aimé et créer. Créer, oui, nous créons tous, en permanence. Que l'on se définisse ou non comme artiste, nous sommes des créateurs. Nous passons nos journées à imaginer des choses dans nos têtes, souvent à tort, car ces scénarios inventés sont source de stress et de charge mentale supplémentaires dans nos quotidiens déjà bien remplis. Mais nous créons. Le simple fait de rêver pourrait être considéré comme une création. La différence entre l'artiste et le créateur accidentel, c'est que l'artiste met de la conscience sur sa création, qu'il en fait un acte volontaire. Poursuivons cette hypothèse. Si créer répond à des besoins, quels sont-ils concrètement? Pour ma part, j'en compte 3. Tout d'abord, c'est une façon d'exprimer ce que nous ressentons à l'intérieur. Créer permet de libérer une émotion, de sublimer un événement, de transcender une expérience. En créant, nous nous déchargeons d'un poids, nous nettoyons notre esprit, et j'irai même plus loin, nous purifions notre âme. Les Grecs, qui sont en quelque sorte les inventeurs du théâtre, parlent de catharsis, la purgation des passions. Ensuite, c'est un outil de transmission. Créer, c'est donner une existence matérielle à quelque chose. C'est laisser une trace. Laisser la trace d'une vie, d'une époque, voire d'une civilisation. À bien des égards, l'art est un marqueur du temps qui passe. L'art est la mémoire d'une culture. Souvenez-vous, je vous disais tout à l'heure que la culture doit pouvoir se transmettre de génération en génération. L'histoire aussi se transmet, me direz-vous. Permettez-moi de rétorquer en citant une nouvelle fois Aristote qui, dans son livre La Poétique, opère la distinction suivante. L'historien dit ce qui a eu lieu, le poète dit ce à quoi on peut s'attendre. L'histoire dit le particulier, l'art dit le général. Ce qui m'amène à mon 3e point. L'art transcende les singularités, il touche à l'universel. L'art est un acte de communion entre les hommes, un acte sacré. Sur un plan métaphysique, on pourrait dire qu'il nous relie à l'unité, au grand tout, à la part divine en chacun de nous. Si cette dimension plus spirituelle vous étonne, regardez du côté des civilisations passées. Vous verrez que pour celles qui ont une pratique artistique riche, la pratique spirituelle n'est jamais très loin. À vrai dire, il n'y a que notre société qui ait privé l'art de sa dimension sacrée, et vous voyez où cela nous a menés. Je conclurai donc par la définition suivante. L'art est une expression de l'âme cristallisée dans la matière. La création artistique fait état de la biographie de son auteur, de son histoire, de l'époque à laquelle il vit, du contexte dans lequel il crée et de la manière dont il appréhende la société, le tout dans un but esthétique. Alors, si la culture est ce qui émancipe, qu'elle est subversive dans son essence même, et que l'art est constitutif de la culture, parler d'art engagé est un pléonasme, un peu comme monter en haut ou descendre en bas en somme, non? Eh bien en fait, pas vraiment. Si nous avons eu besoin de qualifier une certaine forme d'art d'engagé, c'est que cette forme s'oppose à une ou plusieurs autres. Car s'il est un moyen de transmettre des idées, l'art peut aussi être utilisé à des fins de communication, et donc de propagande, et oui. Presque depuis la nuit des temps, l'art a fait l'objet de convoitises de la part du pouvoir, qui s'en est systématiquement servi comme d'un outil de communication. Je pense notamment aux statues d'empereurs ou de rois, mais également aux portraits de souverains ou encore aux créations architecturales, qui étaient, entre autres, une démonstration de puissance. La propagande artistique existait bien avant la propagande médiatique. Aujourd'hui, elle la complète. Un premier élément de réponse serait donc de dire que l'art engagé est un art qui n'est pas officiel, qui ne suit pas le sens du courant, qui n'est pas plébiscité par le pouvoir. Dans ce cas, engagé
serait en quelque sorte synonyme de citoyen, voire de démocratique. On retrouve bien ici la définition donnée par les moteurs de recherche. Mais cette réponse ne me satisfait guère. Admettons que le clivage gauche-droite soit réel. Je ne pense pas qu'il le soit, mais dans le discours dominant, il l'est, alors faisons comme si. Si le clivage gauche-droite était réel, l'art engagé pourrait aussi bien être de gauche que de droite, puisqu'il serait le reflet de ce que pensent les citoyens, avec toute la palette de nuances que cela suppose. Sauf que dans les faits, ce n'est absolument pas le cas. Un art de droite n'est jamais qualifié d'engagé, il est qualifié au mieux de réactionnaire. Cette expression d'art engagé, prétendument neutre politiquement, désigne en fait une forme d'art au service de l'idéologie pseudo-progressiste qu'on appelle communément la gauche. Arrêtons-nous quelques instants sur le sens des mots droite et gauche. Je reprendrai ici la définition donnée par Tzidzi-Mil de la chaîne Esprit Critique, car je la trouve extrêmement pertinente. Si vous ne connaissez pas son travail, je vous mets un lien dans la description. Il a fait des vidéos plutôt intéressantes sur l'histoire de chaque parti politique. La distinction droite-gauche apparaît à la Révolution française pour désigner d'un côté ceux qui sont pour le maintien de la société en place, voire le retour à une situation antérieure de grandeur fantasmée, et d'un autre côté ceux qui veulent changer de modèle de société, qui recherchent davantage d'égalité, de justice sociale. Mais puisque les mentalités évoluent, les idées qui étaient progressistes hier sont aujourd'hui acceptées par une majorité de la population. Autrement dit, les idées qui étaient de gauche hier sont aujourd'hui de droite. Le problème des organisations qui représentent la gauche actuellement, c'est qu'elles continuent de défendre des idées prétendument progressistes, mais qui ne le sont en réalité plus tellement. L'égalité entre les hommes et les femmes, ou entre les noirs et les blancs, c'est pas du progressisme, c'est juste la base. Et quand on regarde, par exemple, le parti de Jean-Luc Mélenchon, soi-disant d'extrême gauche, on retrouve les mêmes défauts que chez ses opposants politiques. Corruption des dirigeants, langue de bois médiatique, violences sexuelles et sexistes. Rappelez-vous que la France insoumise ne s'est pas opposée au gouvernement sur la question du pass sanitaire, et qu'elle a à peine élevé la voix contre la réforme des retraites. En clair, même l'extrême gauche d'aujourd'hui n'incarne plus le souhait d'un profond changement de société. Quelle personnalité l'incarne dans ce cas? À mon sens, aucune. Mais revenons à nos moutons. L'art engagé. Puisqu'il n'existe pas de réel contre-pouvoir, alors l'art engagé est simplement un outil de propagande supplémentaire, mais cette fois au service de la bourgeoisie pseudo-socialiste. On se retrouve donc d'un côté avec un art officiel, validé par le pouvoir, et d'un autre côté, un art engagé, faussement militant, qui sert aussi bien la communication de l'opposition contrôlée que celle du pouvoir en place, puisqu'il a en plus le mérite de faire croire qu'il existe une liberté d'expression. Évidemment, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, et au sein même de cette grande famille d'artistes bourgeois engagés, on retrouve parfois des exceptions, ou bien on voit chez certaines personnes des éclairs de lucidité, comme chez la chanteuse Isia Higelin, qui a appelé il y a quelques semaines au lynchage d'Emmanuel Macron en plein concert et qui s'est vue de suite réprimandée et mettre à l'amende. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle sortait du cadre d'expression autorisée. Engagé ne veut pas dire subversif, et c'est là tout le problème. Un artiste engagé peut transgresser les règles, c'est pas pour autant que son travail est menaçant pour l'ordre social. Dans sa conférence gesticulée sur la culture, Franck Lepage donne à ce sujet un exemple très drôle et assez percutant. Faire pipi sur scène, dit-il, ça transgresse les règles, mais ça ne fait pas peur aux médefs. Pour parachever ce qui nous restait de culture populaire et de propositions artistiques citoyennes, on a vu apparaître dans les années 50 une troisième voie, le divertissement, dont l'industrie n'a fait que croître d'année en année et qui a fini de transformer l'art en produit de consommation. Alors maintenant, que fait-on ? Vous vous en doutez, la marge de manœuvre est faible et tend à se réduire comme une peau de chagrin. Tandis que le pouvoir continue de serrer l'étau de la censure, y compris sur les artistes engagés de la sphère bourgeoise, de moins en moins de créateurs portent une parole dissidente. Être un artiste subversif est loin d'être facile. C'est une course de fond qui s'engage dans l'ombre, bien loin des strass et des paillettes, une discipline quotidienne qui apporte peu de richesse et peu de reconnaissance. C'est un travail frustrant, car bien que les idées ne manquent pas, les moyens humains et financiers pour les mettre en application sont limités.
C'est un parcours de conscience qui se moque du boycott, de la cancel culture, des accusations de complotisme et toute autre forme de chasse aux sorcières imposée par l'idéologie dominante. C'est une philosophie du renoncement qui vous fait accepter de peut-être ne jamais vivre de ce que vous produirez. C'est un chemin de croix dans lequel vous vous sentirez seul et que vous ne pourrez de toute façon pas vraiment entreprendre avec d'autres. Jusqu'où suis-je prêt à aller? Où se trouvent mes limites? Ai-je vraiment le courage de mes idées? Je me pose souvent ces questions. Une partie de moi ne peut s'empêcher de penser que tous les artistes vraiment engagés sont déjà morts, et qu'avec eux, c'est un peu de l'âme du monde qui s'est éteinte. S'il est vrai que le corps humain perd les capacités qu'il n'utilise pas, il en est de même pour la culture. Si nous décidions maintenant, collectivement, de renverser la vapeur, combien d'années, combien de décennies faudrait-il ne serait-ce que pour reconstruire la mémoire civilisationnelle que nous avons perdue? Nos esprits formatés en seraient-ils seulement capables? Amis artistes, ne cherchez pas à être engagés à tout prix. Peut-être que dans cet instant particulier de l'humanité, notre rôle est avant tout de rouvrir des espaces de débat, de recréer du dialogue avec les gens, de réapprendre à développer une pensée, à la défendre et à la faire évoluer au gré des rencontres et des discussions. De créer un art qui juste pose des questions, qui se glisse dans les interstices, qui ne se contente ni du politiquement correct, ni de la bien-pensance pseudo-socialiste, ni de la bouillie attendue par la société de consommation. Un art qui permette d'aller à la rencontre, de recréer du commun, et donc de remettre petit à petit de la culture entre les individus autocentrés que nous sommes devenus. Et peut-être qu'à mesure que nous avancerons, nous connaîtrons ce moment de grâce où l'on touche du doigt l'essence de l'art. Merci à tous d'avoir écouté cette chronique. Dans ce premier épisode, j'ai donné beaucoup de définitions, mais toutes me semblaient essentielles pour exprimer mon point de vue en profondeur tout en restant clair. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent poursuivre la réflexion, avec moi ou avec d'autres auditeurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous l'épisode. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Contre-Culture et vous laisse avec ces quelques mots de Maupassant. Si vous vous contentez d'observer tranquillement, en sceptique convaincu, si vous restez en dehors des luttes qui vous paraissent secondaires ou si, même étant d'une faction, vous osez constater les défaillances et les folies de vos amis, on vous traitera comme une bête dangereuse, on vous traquera partout. Vous serez injurié, conspué, traître et renégat, car la seule chose que haïssent tous les hommes, en religion comme en politique, c'est la véritable indépendance d'esprit.